Fait que Julien Parent, on va faire une mise à jour sur conditions de marché, hypothécaire aussi, puis sur toutes les options de financement. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de la part des clients. Aussi, beaucoup de questions sur soi. Oui, on voit énormément de dossiers de construction par les temps qui courent. Fait que je trouve ça bien d'en parler, de discuter de comment monter un dossier, de comment, c'est quoi les avenues possibles. Parce que c'est pas tous des gens qui ont de l'expérience, des gros constructeurs qui viennent nous voir. Il y a des gens qui ont accès à un terrain, il y en a d'autres qui ne veulent pas acheter parce que l'existant entre moins dans leurs critères, ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Fait qu'on remarque qu'il y a vraiment plus de demandes pour la construction. Puis le processus de financement s'est complexifié avec le marché qu'on est en train de vivre. Donc, je pense que c'est extrêmement important de se poser les bonnes questions avant d'entreprendre la démarche que d'arriver avec un besoin de financement pendant que l'appel est dans le trou puis que tout le monde crie après leur argent. Fait que c'est la raison pourquoi je voulais discuter ça avec toi aujourd'hui. Puis, avant même de parler de financement de construction aussi, avec toute la montée des taux qu'on a vécu dans les derniers mois, la dernière année aussi, il y a beaucoup de propriétaires qui vont leur hypothèque arrive à échéance. Fait qu'il va falloir qu'ils fassent un refinancement ou un renouvellement hypothécaire aussi. On discutait avec un banquier la semaine dernière qui me disait que dans certains cas, même quand le renouvellement arrivait, il y avait un cash call qui était fait de l'institution financière. Donc, le client devait recapitaliser de l'argent juste pour poursuivre son hypothèque sans même refinancer. Si les ratios respectaient tellement pas le marché actuel qu'il n'y avait pas le choix de réinjecter de l'argent dans l'immeuble juste pour pouvoir le conserver. Fait qu'effectivement que les besoins de financement sont à prévoir parce qu'il y a des cas comme ça qui vont arriver. C'est l'exception, là, je ne veux pas voler personne, c'est pas la norme, là, mais c'est quand même des cas qu'on voit dans le quotidien. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que certains propriétaires seraient dans cette situation-là? C'est-tu... Mauvaise gestion principalement parce que les taux augmentent, mais si les revenus n'ont pas augmenté et que les dépenses ont augmenté, bien là, on arrive avec un réseau de couverture de dette qui ne couvre pas du tout. Et c'est un peu mon feeling. Je n'ai pas la prétention que c'est exactement ça, mais je pense aussi que c'est des gens qui ont peut-être manqué un paiement ou les taxes pas à jour qui font en sorte qu'il y a un indice qui flague au niveau de la banque, au niveau de la sécurité puis du risque du client. Good. Puis, OK, parlons de financement de construction. All right. OK, c'est quoi la différence entre financement de construction puis un bridge APH Select? Mais c'est une bonne question parce que souvent, quand les gens viennent nous voir pour parler de construction, je leur pose la question, est-ce que tu as besoin d'argent pour financer? Est-ce que tu veux le bridge de financement ou est-ce que tu veux le refinancement post-construction? Puis souvent, la réponse, c'est un point d'interrogation. Fait que c'est une excellente question pour amorcer la discussion, de vraiment distinguer les deux possibilités qu'on peut faire. Est-ce qu'on veut le take-out? Est-ce que le client a la capacité de se financer ou veut bridger au privé ou au conventionnel, peu importe, et nous, on est approché pour faire le financement à long terme à la fin de la construction? Ou est-ce qu'on entre dans le dossier dès le départ pour financer la construction? C'est deux branches complètement différentes. Puis la question mérite d'être posée parce que la première option, c'est un refinancement, somme toute standard, là, où on lance le dossier, on refinance l'immeuble avec ses revenus qui sont potentiels. On n'a pas de beau à cette étape-là, puis c'est pas grave. On fait simplement mentionner un rent roll à l'institution financière puis à la SCHL. Et à la fin du dossier, on doit prouver par contre les revenus bruts effectifs là, qu'on a avancé, mais on se base sur un rent roll. Le client construit de son côté, nous, on lance la demande, on obtient un certificat. Le certificat est valide pendant 6 mois, donc on peut s'asseoir sur le certificat le temps que la construction termine puis débourser à la fin. L'avantage de se prendre assez tôt dans cette option-là, c'est que souvent, la construction est terminée. Admettons que le client il est budget au privé ou qu'il investit 1 million dans son immeuble. Il va vouloir avoir l'argent assez rapidement pour se rembourser ou rembourser le privé. Si on prend le financement une fois que l'immeuble est à 50, 60, 75 % de la construction, puis qu'on prend un peu les devants, bien, on contrôle le timeline. J'aime ça utiliser cette expression-là parce qu'on se fait souvent mettre de la pression auprès des clients qui veulent leur débourser, mais quand c'est nous qui contrôlons le timeline, tout le monde est moins stressé et là, on peut débourser à la fin. Il y a une chose qui est souvent oubliée, omise dans ce cas de figure-là, c'est qu'on doit respecter le 35 jours à la fin des travaux pour les hypothèques légales. Donc, on doit avoir une lettre de fin de travaux qui confirme que les travaux sont terminés en telle date et on doit attendre 35 jours avant de débourser pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hypothèque légale. Fait que le certificat est bon 6 mois, mais on doit passer quand même au travers de ce délai-là pour pouvoir débourser. Et des fois, il y en a qui veulent se prendre un petit peu trop tôt, d'autres un petit peu trop tard, mais en parlant avec un bon courtier, on est capable de vraiment bien se timer pour avoir le certificat, le financement de la banque, le notaire instruit au moment où le 35 jours arrive à échéance. Donc, ça se prévoit en avance. Ah oui, ça se prévoit en avance. Parce que il y a 2 ans, 3 ans, c'était pas nécessairement le cas. Là. On n'était pas limité sur le coût des travaux. C'était plus comme une lettre à la poste, comme on dit. Là. Maintenant, on doit avoir des documents aussi. Là. Si on n'a pas de lettre d'architecte
qui confirme que les travaux sont faits selon le plan, ben, on n'aura pas de financement SCHL avec une institution financière. Il faut un architecte dans le dossier dès le jour 1. Parce qu'il n'y a pas un architecte qui va vouloir mettre son sceau sur un immeuble comme quoi il est conforme au plan s'il n'a pas participé au plan ou au moins, à tout le moins, au début du processus. Donc, c'est très important d'avoir cette réflexion-là au début du projet. C'est ça, puis ça, on l'a vécu dans certains dossiers aussi parce que la SCHL l'exigeait. Aussi, il y a d'autres dossiers qui étaient un petit peu plus flexibles par le passé, mais là, à ce temps, je pense que c'est un prérequis dans Une lettre d'évaluateur avant pouvait passer quand on commençait. Maintenant, ben, il faut la lettre de l'architecte. Maintenant, on n'a pas nécessairement de lettre à fournir d'un intervenant certifié comme un architecte concernant les coûts. Si même c'est non audité, si un comptable confirme c'est non audité, ça fonctionne. Moi, je pense que dans les prochains mois, années, je ne veux pas être mauvais augure, mais je pense qu'un consultant en coût, même pour ce cas de figure-là où on refinance à la fin du dossier seulement et on ne fait pas le financement, on va devoir fournir une lettre de consultant en coût comme quoi les coûts correspondent à ce que le client a avancé comme frais parce que ça limite le financement. Oui, puis c'est important de le préciser parce que justement, il y a des constructeurs qui ont levé des projets dans les 18-24 derniers mois. Mais les règles changent tellement rapidement en ce moment que, moi, vraiment, que tu n'es pas activement en communication avec tes professionnels ou justement des courtiers hypothécaires pour prévoir la prochaine étape. Ça peut te faire avoir pour certains documents que normalement, ça a été simple de prévoir dans le processus, au début du processus. Absolument. Ne serait-ce que de présenter un mauvais coût de construction. Après ça, une fois qu'il est présenté, on ne peut pas rejouer là-dessus. C'est ça ou c'est pas ça. Fait que si on ne fait pas le bon devoir de bien monter les coûts de construction, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut inclure? Est-ce que le terrain compte? Est-ce que c'est seulement les hard costs? Est-ce qu'il y a des soft costs? Y a-t-il autre chose qu'on peut mettre là-dedans ou qu'on doit considérer? Comment ça impacte la mise de fonds? Fait que c'est sûr que si on a un financement qui est limité par le coût de construction puis qu'on ne fait pas notre devoir au départ, on aurait accès à un financement de plus, mais qu'on a mal fait cette ébauche-là, puis qu'on perd 100 000 à cause qu'on n'a pas inclus, on a oublié un soft cost ou on n'a pas ajouté de contingence ou peu importe, bien, ça se peut que le projet vire en fiasco assez vite au niveau du financement. Puis, tu parlais des soft costs puis des hard costs. Comment se monte ton dossier, justement? Bien, le hard cost, c'est assez simple. Là. On doit avoir un contrat. On prend le cas de figure le typique, là, où on a un général qui s'occupe de faire la construction puis qu'on a un contrat signé. Là, on a les hard costs. Donc, par poste de dépense pour creuser le trou, pour faire l'excavation, pour la charpente, pour la finition intérieure, etc. Là, dans le contrat, tout est bien détaillé par poste de dépense. Donc, on a un coût relatif par poste de dépense et final. Donc, on prend le coût final avec taxes. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle le hard cost. Donc, comment ça coûte vraiment construire, incluant le temps et les taxes. Souvent, les entrepreneurs vont mettre une contingence de 2,5 à 5 % dessus pour le savoir, parce qu'est-ce qu'on l'ajoute après ou est-ce qu'il est déjà inclus? Ça, c'est une question qui est souvent posée et le client doit retourner vers l'entrepreneur pour revenir avec la certitude pour que nous, on présente la bonne chose. Et puis, au niveau des soft costs, c'est souvent la chose qui est la plus oubliée. Donc, qu'est-ce qu'on peut inclure là-dedans, finalement? Souvent, ça va être les coûts d'architecte. Donc, produire les plans, faire les permis, les coûts de permis avec la ville. On a-tu besoin de dérogation? Y a-tu fallu faire des infras? Est-ce qu'il y a les honoraires professionnels, comme le courtier, le consultant à coût, l'architecte peuvent entrer dans ça? Donc, une panoplie de choses qu'on doit mettre, en fait, et puis qui vont être considérées dans le calcul total. Fait que, par exemple, quelqu'un arrive avec son hard cost puis son terrain, puis qui arrive flush avec le montant de financement qu'on peut aller chercher, puis si la mise de fonds correspond au 5 % qui est requis, bien là, s'il n'y a pas la contingence, puis s'il n'y a pas assez de soft cost, puis qu'on doit l'ajouter par la suite, bien, il va se retrouver à mettre tout l'excédent en mise de fonds. Puis là, son projet ne marche plus. Mais là, s'il a fait toutes ces dépenses-là, fait son rapport environnemental, rapport d'évaluation qu'on peut inclure dans le soft cost en passant, puis que là, il arrive puis que ça ne marche plus, qu'il faut un partenaire parce que son projet ne passe pas avec un marché avec les taux un peu plus hauts, bien, ça va être important de le savoir dès le départ avant d'engranger tous ces coûts-là. C'est ça, parce que tu n'as même pas prévu la fluctuation avec de volatilité, par contre, du taux d'intérêt. Exact. Aussi là-dedans qui peut faire la différence dans les 3 derniers mois aussi, le taux, ça soignait, là. Il y a des dossiers de 5-10 millions de financement qu'on calcule qu'en mai, on était à 4 % de taux de qualification, qu'on est monté à 5,5 % de taux de qualification. C'est 600 000 en bout de ligne là, de différence de financement puis de mise de fonds injectée, c'est plus du tout le même projet. Là. Puis souvent, bien, s'il n'y a pas eu de taux qui a été garanti dès le départ ou si il n'y a pas eu de stratégie, on reviendra à ces stratégies-là, mais s'il n'y a pas eu de stratégie de décaisser jour 1,
ça se peut qu'il y ait un problème en cours de route parce que la construction est entamée. Là, on peut pas, c'est pas comme un financement qu'on peut juste tirer la plug et attendre que le marché baisse. Là. Il faut le mener à terme, le projet. Puis ça, c'est pour monter ton dossier, puis après ça, à quel moment que chaque intervenant doit être impliqué dans le processus. Parce que, tu sais, on ne répétera jamais assez, le courtier hypothécaire, c'est moi, vraiment, si tu commences à penser à ton projet, le courtier hypothécaire devrait être impliqué. Absolument. Parce qu'il va t'accompagner jusqu'au notaire puis au déboursé. Il fut peut-être un temps où le courtier faisait de la transaction, arrivait le dossier, l'envoyait, attendait le certificat, puis le retournait à l'institution financière. Maintenant, le marché s'est tellement complexifié et sophistiqué qu'on agit beaucoup à titre de service conseil. C'est l'immeuble, un client nous vient nous voir, ne connaît pas trop le programme APH, ne sait pas trop comment scorer des points. Bien, dans les intervenants qu'on peut référer, il y a l'évaluateur. Là, ça, c'est de base une évaluation depuis maintenant 2 ans qui est dans le 24 logements et moins, on n'a pas le choix d'en avoir un. Fait qu'il faut avoir un évaluateur. Il y a des évaluateurs qui sont excellents, mais qui vont se spécialiser dans le résidentiel ou dans les maisons. Fait que c'est important d'avoir la méthode du revenu, qui n'est pas tout le temps dans tous les rapports non plus. C'est important d'avoir une durée de vie économique restante de l'immeuble pour pouvoir qualifier le dossier avec APH sur un amortissement plus long. Donc, c'est important d'être référé vers les personnes qui sont habituées de traiter dans des évaluations sur plan avec tous ces paramètres-là. Il y a également, si on y va avec le volet efficacité énergétique, très populaire par les temps qui courent, on voit un range de prix pour le rapport en tant que tel, pas les travaux qui sont effectués, mais vraiment le coût du rapport avec le professionnel. Il y a un range de prix qui est incroyable. Là. Ça peut passer de 3 000 à 30 000 pour un rapport. Là. Fait que ça dépend avec qui tu traites. C'est quoi son pipeline actuel, c'est quoi sa spécialité, est-ce qu'il est habitué avec les plus gros projets. Et là, il prend le tien parce qu'il a le temps, mais il va te charger plus cher. C'est important d'être dirigé vers les bonnes personnes qui vont faire les rapports dans les délais qui font du sens, parce que tous ces rapports-là doivent être produits avant de soumettre la demande. Donc, si on attend 1 mois et demi après un rapport, bien là, ça vient de retarder tout le reste de la transaction. Fait en ayant un contact qui est solide, qui ne charge pas trop cher et qui est assez rapide, bien, ça influe sur la... spécialisé aussi. Ouais, tu sais, quelqu'un qui est habitué et qui connaît justement le programme assez pour que la rédaction de son rapport soit accrédité. Avant, un ingénieur, en fait, il peut faire l'efficacité énergétique, mais j'ai eu des cas où les clients disent « Ah non, j'ai un ingénieur dans mon équipe qui va s'occuper de ça. » Mais il n'y a aucune idée quoi remplir comme document. C'est quand même assez spécial, spécifique. Donc, il faut quelqu'un qui sait comment le remplir et puis comment bien le remplir pour que ça soit qu'on aille chercher nos points. On a vu, c'est pas une science exacte. Là. Si la personne ne sait pas comment utiliser le programme à bon escient pour aller chercher le nombre de points maximal, mais ça peut encore une fois faire la différence entre un 50, un 70 ou un 100 points. Il y a l'architecte. L'architecte qui, comme je le mentionnais tantôt, doit non seulement confirmer la fin des travaux pour le débourser, mais que les travaux sont conformes. Ça, c'est un peu plus standard. Ça fait quand même un bout que ça roule. Et puis, les gens sont habitués. Là. C'est plus pour les refinancements avec amélioration qu'il y a de l'habitude à prendre là-dessus. Mais pour la construction, c'est assez standard. Il y a déjà un architecte pour faire les plans. L'autre nouveauté, c'est surtout le consultant en coût. Ça, quand je réfère les gens, quand je pose la question, est-ce que tu veux aller vers un privé ou te financer toi-même, le consultant en coût a une instance majeure dans le processus décisionnel du client parce que c'est pas quelque chose qui est gratuit. Là. Le consultant en coût, lui, quand il vient pour les débourser, il doit fournir son rapport, il doit se déplacer. C'est un spécialiste, donc il y a des honoraires reliés à ça ça peut monter rapidement. Ça peut être un 25-50 000, dépendant de l'ampleur du projet, là, à considérer pour avoir les déboursés puis pour confirmer au départ du dossier pour un rapport là, qui confirme que les coûts présentés par le client font du sens en fonction du marché. Et puis là, il doit se déplacer à tous les déboursés pour confirmer l'avancement des travaux pour que le client puisse avoir accès à son argent. Fait que lui, son rôle, c'est de se présenter, de fournir un rapport, de fournir un certificat de paiement qui reprend le devis initial du constructeur, poste de dépense par poste de dépense, et qui va établir un pourcentage d'avancement et un coût relié à ce pourcentage-là. Donc, on envoie une lettre de visite de travaux, comme quoi la construction est avancée à tant de pourcentage, joint avec ça un certificat de paiement, comme quoi ça a été payé, et puis que par poste de dépense, on est rendu à tel pourcentage, et c'est en fonction de ça que le client va pouvoir avoir accès à son argent. Soit dit en passant, pour le premier déboursé, quand on parle de soft cost tantôt, premier déboursé, le consultant considère ce qui a été fait auprès des rapports, auprès des plans, etc. Le client va avoir accès à une partie de cet argent-là dès le premier déboursé. Je le mentionne, c'est une question qui revient quand même souvent. Oui, puis c'est important aussi, puis ça peut faire la différence après ça pour ton fonds de roulement, ton projet. Oui, parce que le contracteur qui vient puis qui va employer tel corps de métier pour creuser, etc., il va avoir des factures à payer lui aussi, il va les envoyer les factures à son client, ça va arriver vite, là.
Et c'est pour ça que des fois, pour un 6 unités, il y a des clients qui préfèrent aller au privé. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus malléable d'avoir accès à l'argent. On n'a pas, surtout ceux qui ont un peu moins les poches creuses, là, ça coûte cher construire. Donc, si on a besoin de débourser à tous les mois, ben la facture de consultant coût va augmenter. Là, parce que si à tous les mois, on doit le faire venir pour un 6 unités, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine. Ça va coûter extrêmement cher par rapport aux bénéfices. Puis si on compare les deux, le privé et puis le bridge APH, ben on va se rapprocher un dans l'autre, pas mal les mêmes constructions, du consultant coût, pardon. Sauf qu'un va être beaucoup plus rigide. L'APH va être beaucoup plus rigide qu'avec un privé. Fait que c'est la nuance. Good. Puis, parlant des boursiers, comment ça fonctionne? Quand tu arrives justement, à la fin, tu en as parlé un peu avec tous les certificats de paiement aussi. Y a-t-il des petites subtilités que les clients ont? Absolument. La première subtilité importante à garder en tête, c'est le premier et le dernier déboursé. Il doit absolument passer entre les mains de la SCHL. Ça a assoupli un peu le processus dernièrement avec l'avis qu'on a reçu de la SCHL. Ne demande plus à avoir le certificat de paiement puis le document du professionnel. C'est la banque qui remplit une attestation. Donc, ça allège un peu le processus, mais quand même, il faut que le client nous envoie le document, que nous, on l'envoie au banquier. C'est envoyé au souscripteur. Ça retourne à la banque. Ça s'en va dans le compte du notaire ou dans le compte de la banque, dépendant quel débourson est rendu. Et puis là, le client a son argent. Fait que si le client m'envoie le certificat de paiement puis il pense avoir son argent dans le surlendemain, on oublie ça tout de suite. Là. Il y a vraiment un processus qui est, encore une fois, rigide puis qui doit se faire, là, bureaucratique, qui doit se faire derrière ça, qui va faire en sorte que, moi, selon moi, on envoie plus ou moins long, dépendant de l'afflux de dossier ou dépendant de la banque, mais c'est entre 1 semaine et demie et 3 semaines pour avoir un déboursé. Donc, si le client est déjà rendu à 30 jours, il doit payer ses fournisseurs. Il y a 3 semaines qui se rajoutent, puis il est déjà rendu à son deuxième chèque, là, ça met de la pression partout. Donc, de bien comprendre ça, que le souscripteur doit voir au moins l'attestation bancaire pour le premier et le dernier déboursé, que ça peut prendre quelques jours, une semaine de plus, bien, ça va éviter beaucoup de stress, puis ça va faciliter la transaction. Puis ça, c'est la valeur justement qu'un courtier hypothécaire qui est spécialisé premièrement dans le multilogement et la construction neuve est capable d'apporter au client. Parce que c'est juste la gestion de ces délais-là. Aussi, premièrement, c'est un constructeur ou un investisseur qui est actif sur ses chantiers, ses yeux sur le terrain, pour faire un mauvais jeu de mots aussi. Après ça, c'est un courtier spécialisé capable justement de maximiser ces délais-là aussi pour s'assurer que tout se fasse avec ces délais-là. C'est des détails, là, c'est subtil. L'architecte doit fournir une lettre que c'est fini, puis une lettre que c'est conforme au plan. Mais s'il n'y a pas une des deux mentions, on retourne à l'architecte, il faut qu'il le refasse. Là. Nous, on est habitué, on le voit tout de suite, on le screen, la date, 35 jours, conforme au plan, parfait, c'est correct. Quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, effectivement, que le rôle du courtier, encore une fois, du service conseil, c'est plus juste, je prends le document, je le soigne à la banque, puis on n'en parle plus. Il faut l'analyser, il faut faire sûr que tout est conforme, puis que c'est correct. Puis, tu sais, on a eu des dossiers, des clients qui étaient refusés à leur institution financière pour une construction, puis qu'on l'envoyait à une autre institution financière, puis c'est approuvé. C'est pas toutes les banques qui ont le même appétit pour la construction, qui ont la même gestion de risque, qui ont la même souplesse, qui ont les mêmes exigences pour les liquidités des clients, pour la mise de fonds. Donc, c'est pas parce qu'un dossier est refusé à une place qu'il va l'être nécessairement ailleurs, d'où notre importance vitale de grossièrement l'échec et la réussite du dossier. C'est pas juste des subtilités de taux de montant de financement, c'est est-ce qu'on le fait ou on le fait pas à ce moment-là. Parce qu'il y a des banques qui vont demander, même si la mise de fonds, admettons qu'on a un coût de construction à 1 million, admettons qu'on a une valeur économique à 1 million, donc on arrime les deux ensemble et puis qu'on va chercher un financement à 95 % de ça. La mise de fonds, techniquement, est 5 %. Mais c'est pas toutes les banques qui vont se limiter à ça. Il y a beaucoup de banques qui vont demander à avoir de la liquidité dans les portefeuilles des clients, dans le bilan des clients, ce qu'on appelle la liquidité résiduelle. Souvent, c'est 15 % du montant du prêt. Donc, le client qui pense qu'avec 5 % de mise de fonds, il est correct pour construire, mais qu'en réalité, il y a un prêt de 950 000 et il doit prouver 15 % de ça en liquidité dans le compte accessible, bien, c'est pas le même dossier du tout, là, c'est pas la même préparation. Fait que cette banque-là, si on l'a, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Versus, est-ce qu'on se dirige vers une autre institution financière? Et c'est pas toutes les institutions financières qui font du bridge APH. Quand on fait du refinancement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec le scénario où on fait le refinancement, le take-out là, seulement, où on s'occupe de la construction, on n'a pas accès aux mêmes institutions financières. Fait que si le client, encore une fois, si on reprend l'exemple du 6 unités où que le client a la liquidité ou la possibilité de budget au privé, bien, ça se peut qu'on ait des meilleures options de refinancement puis que juste là, en montrant au client les possibilités de financement, ça vale la peine, le budget au privé. Des fois, les clients sont hésitants, puis privé, c'est cher, j'aime pas le mot.
Puis là, ben, en calculant, on se rend compte qu'on n'est pas loin d'un coût de construction avec consultant coût, etc. Puis qu'en plus de ça, on a accès à une banque qui offre un meilleur taux à ce moment-là, qu'on peut garantir le taux, peu importe, ben ça peut peser dans le processus décisionnel exactement. Oui, c'est ça. Tu sais, tout le monde est là pour faire son profit. Mais de l'autre côté aussi, si après ça, tu n'es pas capable de faire ton projet parce que tu es trop serré dans tes échéanciers puis tu es déboursé aussi, puis tu sais, dans les paramètres là, de liquidité des prêteurs, tu n'es pas plus avancé non plus. Fait que c'est pas juste une question de chiffres, c'est une question aussi de est-ce que le projet est faisable avec les banques. C'est un point important, très important, parce que le pro forma, là, où les gens viennent nous voir au début de projet pour calculer, là, le pro forma qu'on fait au client, il y a une double importance. Parce que le client va savoir coup par porte, TGA, qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour la construction dans ce secteur-là, utiliser notre base de données pour vraiment maximiser les revenus, etc. Mais il va voir aussi le financement qui est possible. Parce qu'il y a deux cas de figure. Il faut être le plus proche possible du financement à coût de construction. Parce que si on est plus bas, ben, tant mieux. On finance plus que de construction, on va pouvoir aller chercher le maximum. Mais est-ce que tout est bien calculé dans les coûts de construction? Est-ce qu'on aurait pu aller en chercher plus qu'on laisse sur la table? Fait qu'il ne faut pas être trop bas. Mais il ne faut pas être trop haut non plus. Parce que si on dépasse de 2, 3, 4, 500 000 par rapport à la valeur économique, mais tout l'excédent, ça devient la mise de fonds qu'on doit prouver. Et là, si on a un prêteur qui exige la liquidité résiduelle, comme je mentionnais, de 15 puis qu'on a un excédent de 400 000 en coût de construction par rapport à la valeur économique, ça commence à faire beaucoup d'argent pour une construction. Donc, ce qu'il faut faire entrer d'autres partenaires à laisser de l'action sur la table pour favoriser l'injection d'argent, ça peut faire la différence dans un projet en bout de ligne. C'est super intéressant. Puis les investisseurs qui veulent justement se lancer en ce moment dans la construction, je pense qu'il n'y a pas un meilleur timing qu'en ce moment. Malgré tous les défis là, qui se passent au niveau du financement, puis du marché, puis toutes les nouvelles ici que ça, reste que c'est un créneau que je pense qui va être en demande, qui va être encore en demande, puis qui va rester en demande les prochaines années. Aussi, fait que la crise du logement, je veux dire, on a besoin d'inventaire dans ce moment-là. Puis il y a beaucoup de clients qui ne construisent pas nécessairement à Montréal, qui vont un peu plus loin, qui achètent le terrain moins cher, qui ont des revenus super intéressants, puis qui sont capables d'aller chercher des très beaux financements par rapport à la construction. Puis quand tu développes une expertise là-dedans, ce que je remarque, moi, de mes plus gros clients qui font de la construction, quand tu développes une expertise là-dedans, les terrains arrivent à toi par la suite. Ils ont tout le temps des nouvelles opportunités qui sont possibilités d'acquérir puis de pouvoir continuer à rouler. Souvent, les clients forment leur propre équipe puis continuent dans cette vocation-là en se spécialisant. C'est vraiment populaire en ce moment. Puis comme l'immobilier est un marché essentiel, se loger, c'est un besoin de base, l'immigration n'arrête pas et pas en voie d'arrêter. Déjà un manque d'inventaire, c'est sûr et certain que la construction, si c'est bien là en ce moment dans un marché qui est extrêmement difficile, je n'ose pas imaginer comment ça va devenir un beau fleuron quand les marchés vont redevenir plus favorables à l'investisseur. C'est ça, puis il y a toujours eu des défis, c'est que les défis changent. Absolument. C'est dans tous les cycles. Et c'est, comme on le mentionnait tantôt, on n'est plus au temps où on va voir son banquier. Il y en a qui sont très bien servis par leur banquier, qui ont une belle relation. C'est pas ça que je veux dire, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment de relation dans les institutions financières, qui arrive avec un projet, qui contacte un directeur de compte qu'il ne connaît pas, ça ne veut pas dire que son projet va être réussi. Aussi bien s'entourer de spécialistes qui font que ça et qui sont capables d'orienter le client dès la base, c'est quoi le besoin, qui intégrer, comment fonctionnent les déboursés, c'est quoi le financement qui est possible d'aller chercher pour être certain que le projet soit une réussite et non un flop. Puis on le fait dans plusieurs dossiers aussi, de travailler ici en partenariat, mais en relation avec les directeurs de compte. Mais c'est parce que oui, tu as une bonne relation en tant qu'investisseur ou propriétaire avec ton directeur de compte. Les directeurs de compte, il ne peut peut-être pas apporter tout le même soin qu'un courtier hypothécaire, que lui, justement, c'est sa spécialité de maximiser le financement, de maximiser le programme APH. Le service, c'est notre fer de lance, donc c'est pas sans rien enlever au directeur de compte, c'est juste qu'ils ont des comptes à gérer. C'est ça. Tandis que nous, on donne du service aux clients. C'est ça la base de notre raison d'être. Donc, effectivement, dans un marché comme ça, c'est plus qu'essentiel. Parfait. Fait que, Julien, si les gens veulent communiquer avec toi aussi, téléphone, courriel, tu travailles avec notre équipe de Jean-Simon. Exact. Vous avez une super belle équipe, beaucoup de volume aussi, puis ça prouve justement que vos services sont pertinents dans les conditions actuelles du marché. Donc, j'invite les investisseurs, les propriétaires à communiquer avec Julien directement. Puis merci. Je pense que ça va être une capsule à réécouter plusieurs fois. Il y a probablement des détails ou des points là-dedans qu'il va falloir... Jusqu'à une mise à jour, donc on devrait être bon pour 3 mois pour que ça soit d'actualité. Parfait. Fait que merci pour ton temps. Merci à toi.